Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour le deuxième numéro de cette saison 3 de French Big Ballers, numéro qui s'annonce sous le signe du sourire et de la bienveillance avec un tel début de saison. Il n'a plus d'oxycodone depuis 2 semaines mais il arrive tout de même avec la mine défoncée et la banane jusqu'aux oreilles au boulot. Adrien, comment ça va? Écoute, ça va. Merci Clément pour encore une fois cette belle introduction. Et ben écoute, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode, d'autant que, comme tu viens de le signaler, les temps sont bons pour les fans des Lakers. À la question « Quel début de saison ?» Je ne sais pas ce qu'on peut espérer de plus. Il vous répondra que Rondo et KCP passent sous un bus. Nos est avec nous. Comment ça va? Salut Clément, salut Adri. Toujours ce même plaisir de vous retrouver pour un podcast. Comme le disait Adri, effectivement, les temps sont bons. On a le sourire et tout va bien, quoi. Avant de parler de la saison, messieurs, ce début de saison magnifique, est-ce qu'on peut revenir sur les informations pêle-mêle qui a pu sortir sur ces 2 dernières semaines? Yes. Bon, alors on commence par les rumeurs de transfert, puisque le gros dossier du moment, c'est Anthony Davis. Interrogé par des journalistes de Chicago sur son amour pour sa ville natale et son avenir proche, en fait, Anthony Davis est resté ouvert sur ce sujet. Et il a répondu à la question sur son avenir, il a répondu « Honnêtement, jouer à la maison, il n'y a rien de comparable. Je ne sais pas, je serai free agent l'année prochaine, mais on verra, c'est une possibilité. » De quoi redonner le sourire à des fans des Bulls désespérés malgré un effectif prometteur et un coach totalement claqué d'ailleurs. Je me la refais cette phrase. De quoi redonner le sourire à des fans de Bulls désespérés malgré un effectif prometteur et un coach totalement claqué. Une question, messieurs, doit-on tout de suite paniquer à l'idée de voir Anthony Davis se barrer pour refaire sa vie avec Zach LaVine et Otto Porter Jr. ou doit-on penser qu'une Libro a un cœur trop grand pour blesser les gars même présents dans la salle avec un « J'aime beaucoup cette ville mais c'est chaud, j'ai rien contre le programme Make-A-Wish, mais je vais peut-être pas cramer 5 saisons de ma carrière pour encadrer des Bulls ». À votre avis, on penche plutôt vers quelle réponse? Non, mais la réponse elle est évidente. Effectivement, comme tu disais, bon, il vient de Chicago, donc il n'allait pas froisser les journalistes en leur disant que non, ouais, bah, j'aime bien Chicago, mais je préfère jouer à Los Angeles quand même. Il n'y a pas à dire. Donc non, effectivement, c'est un peu de langue de bois toujours. D'ailleurs, on nous a posé la question, donc ça nous permet d'y répondre et d'embrayer. On nous demandait si on était confiant sur le fait que Davis re-signe malgré le fait qu'on gagne pas le titre cette saison, ce qui est aussi fort probable. Et bah écoute, moi je dirais qu'il re-signera quand même quoi qu'il arrive. C'est mon avis. Après, je sais pas ce que t'en penses, Adri. Ouais. Écoute, moi j'ai pas trop à craindre effectivement du côté de Chicago. Par contre, c'est vrai que depuis que certains analystes français font de Luke Walton un candidat au Coach of the Year 2020, attention à un transfert. Chaque fois, mais arrêtez-le. Il dit rien pendant la préparation, il faut qu'il lâche son 10 comme ça. Non, pour donner ma réponse, du coup, à moins qu'il se frite avec Rich Paul et qu'ils doivent changer d'agent, ça m'étonnerait. Et il me semble que c'est pas le cas du tout. Bah non, Rich Paul peut vraiment. Non. Vu les efforts mis en place par Rich Paul et par Anthony Davis pour venir à Los Angeles, je le vois mal se tirer au bout d'une saison, même si ça finit pas sur un titre. Sérieux, vu tous les millions qu'on a filés à KCP, ça va donne-nous au moins plus d'1 an de Davis. S'il te plaît. S'il te plaît. Après, on sait jamais, hein. C'est vrai que les Celtics sont des super assets. Rire dans la salle. On change de joueur, mais on reste sur le volet transfert, messieurs, puisque la saison a à peine démarré et les rumeurs de trade, qui relèvent d'ailleurs du rêve plutôt là sur ce cas-là, commencent à foisonner avec un joli trade autour de JJ Redick contre KCP. Ouais. Donc, selon un insider obscur qu'il a entendu du cousin de la sœur du coiffeur. C'est ça. Legit. Donc. Ouais. Non, là, c'est... La source, c'est Wallah, on me l'a dit, tu te coiffeur quoi. Je te jure, frère. C'est clairement ça. C'est clairement ça la source. Votre avis sur ce trade, sur sa probabilité et sur le souhait que ça puisse se réaliser? Le souhait, je veux dire, ça va sans dire, je pense. Maintenant, est-ce que ça va? La probabilité, elle est de 0,001%, tu vois. Pour Redick, on a dit peut-être transverse, ouais. Ouais, ça dépend de la saison des Pelicans. Oui. Si les Pelicans continuent, tu vois, à vraiment squatter les bas-fonds de la conférence Ouest, tu vois, genre Zion met un peu plus de temps à revenir et que définitivement la mayonnaise ne prend pas. Tu sais pas, un mec comme Redick, il a quand même il a un joli contrat, mais il est pas venu aux Pelicans pour juste prendre de l'argent, je pense pas. Non, donc à mon avis, tu vois, Griffin pourrait se dire, ouais, écoute, il y a peut-être encore 2-3 trucs à gratter chez les Lakers. Ok, on peut faire le deal. Donc, ce serait genre KCP et des pics, du coup? Non, pas forcément le pic, mais t'as la Norton Tucker, par exemple. Ouais. Eh bien, on s'est bien enflammé sur lui, on va bien se faire baiser encore une fois. Putain, c'est ça, tu vois. C'est ça, ouais. Moi j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est vrai qu'après, j'aimerais bien le voir au moins jouer 10-15 minutes avant qu'on le trade, tu vois, mais. Ouais.
Ouais, c'est vrai, t'as Mais raison. ça pourrait être ça, quoi. Ça pourrait être ça. Le petit souci, c'est que KCP a une no trade clause. Adrien, tu nous expliques? Oui, alors oui, ça veut dire qu'on ne peut pas l'échanger sans l'accord du joueur. Exactement. Bon, j'imagine sans l'accord de Rich Paul. Hein. Donc Oui. j'ose imaginer que si Rich Paul frappe très fort sur la table, KCP va dire bon d'accord, je m'en vais où vous voulez. Mais après ça dépendra de... Ouais, on en parlait sur un autre réseau social. Est-ce que le fait que tu lui dises ok bon tu vas bien aux Lakers, t'as pas vraiment un grand rôle, t'es pas important, tu nous emmerdes, va ailleurs où tu auras des minutes, des shoots et une meilleure responsabilité. Pourquoi pas, je sais pas. Mais oui, ça peut être problématique dans certaines discussions. Ah oui, est-ce que tu le vois, non, mais franchement, est-ce que tu le vois vraiment se barrer d'une équipe quand même dans laquelle il a des minutes et une équipe qui peut potentiellement jouer le titre pour une équipe qui, comme tu l'as dit, part quand même bien pour être en perdition, tu vois, malgré les excellentes performances d'Ingram d'ailleurs, faut le souligner. Ben en fait, LeBron James ne sera pas éternel aux Lakers. Donc, qui dit que LeBron James ne sera pas éternel, Rich Paul non plus ne sera pas éternel. À un moment donné, il faudra bien il a encore 16 millions à prendre chez nous, c'est très bien, mais il ne sera pas vieux quand il va sortir de ce contrat-là. Il aura quel âge ? 27, 28 ? Ouais, ça doit être... Donc tu vois, il a encore du blé à apprendre. Donc il faut qu'il montre qu'il peut être un joueur autre, tu vois, qui puisse prétendre à autre chose qu'au minimum. Donc il y a quand même une post-carrière à gérer, enfin une post-Lakers carrière à gérer. Ça aussi, c'est pas son argument pour qu'il aille ailleurs, là où il aura, sinon un poste de titulaire, au moins quelqu'un qui aura 35 minutes. Ouais, c'est vrai. L'argument est plus compliqué que KCP, puisque tu parles donc des joueurs qui ont une no trade clause chez nous. Oui. Il faut mentionner qu'il y a également Rondo et Maggie, soit les joueurs les plus claqués en ce moment de notre effectif. Et LeBron, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop de le Ouais, pas trop, non. Mais par contre, Maggie, et ça, c'est comment tu peux faire dire à Maggie, va ailleurs avec ton contrat, quoi. Ouais, je l'ai appris il y a pas longtemps que Maggie avait une NTC en plus. Tu vois, on rappelle que c'est induit dès que tu re-signes un joueur pour une saison supplémentaire, en fait. Oui. Comme la première fois où on a fait ça, c'était avec Jordan Hill à l'époque. Big up à toi, mon grand. Je t'oublie pas, moi. Moi, je t'oublie pas. Tu me diras 5 millions pour Maggie, c'est pas très très élevé comme non, oui, ça reste. Et puis couper Rondo, ça se fait facilement avec un salaire minimum. Voilà. Oui, c'est ça. Alors c'est ça qu'il faut préciser, c'est que bon, Rondo, comme vous le savez, est au minimum. Il a effectivement une no trade clause. Donc on pourra pas, on va revenir dessus plus tard, par exemple, le mettre dans un package pour Iguodala, typiquement. Mais après, voilà, si emmerde toujours le monde, il peut être coupé à tout moment. Donc voilà. Mais c'est vrai que tu vois, du côté pour revenir à la question du trade, il y a des joueurs qui vont être intéressants. Forcément, cette année, il y a des équipes quand même qui vont vite être amenées à ne plus rien jouer du tout. Ouais. Et t'as du Kevin Love, t'as peut-être même du Jrue Holiday, ce type de joueurs-là qui vont être disponibles. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te positionnes ou pas ? Mais le souci, c'est comment tu te positionnes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'assets, en fait. Bah ouais, c'est ça. Le seul gros salaire qui va coïncider à peu près avec eux, c'est pas Kentavious Caldwell-Pope, c'est Danny Green avec ses 15 millions. C'est pareil, j'en discute avec d'autres gens. Pour Goran Dragic, ça va être là dans la même situation. Mais il est à 19 millions. Comment tu montes un package pour l'avoir, sachant qu'il faut en gros que KCP accepte d'être trade à Miami, que Javel Magui accepte d'être trade à Miami, que Rajon Rondo accepte d'être trade à Miami. Ça fait beaucoup de et c'est intéressant pour trade. Faut voir effectivement, faudra calculer avec la somme des salaires qui sortent, mais c'est pas infaisable. Tout dépend du joueur et qui tu mets dans le package. Par contre, Dragic, tu oublies, Dragic est dans une situation où il a un rôle quand même qui est confortable et dans une équipe qui marche très bien. Une équipe qui marche bien. Typiquement, le joueur que tu pourras pas avoir. Par contre, oui, mais c'est vraiment tout dépend si ces joueurs-là deviennent vraiment disponibles ou pas. Holiday, ça pourrait être sympa. Après, le problème, c'est qu'il est à Nola, quoi, tu vois. Et puis il prend cher, lui. Il prend quand même vraiment cher. C'est pas 19 millions, hein, c'est un peu plus cher. Sinon, ça veut dire le marché des buyouts. Pareil, j'ai entendu, non, ça circulait comme rumeur, comme, tu vois, joueurs pour lesquels on pourrait faire un move du côté de Casey. Tu vois, un Gallinari, par exemple. Ouais. Est-ce que tu allais dire Dennis Schroeder? J'ai Mais remarque qu'à ce stade, je préfère 100 fois un Dennis Schroeder à un Rajon Rondo. Hein. Après, chacun son délire, mais non, je pensais plutôt à Gallo. Ouais. Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que si le joueur est dispo, est-ce que tu te positionnes, tu vas le chercher, ou est-ce que tu attends que le joueur fasse des pieds et des mains pour avoir un buyout et signer, tu vois, en février dans une contention team, en espérant que ce soit toi qui puisse le prendre. Ouais. Je sais pas.
Vu qu'on parle d'ailier de situation confortable, on pourrait peut-être parler d'André Iguodala. Non? Oui. Il tombe exactement dans cette catégorie-là. Dans ce Moi, besoin. personnellement, sur Iggy, en tout cas, une chose, c'est que quand même, je veux pas qu'on trade avec Memphis parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on claque un nouvel asset pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat et qui a quand même combien, 35-36 ans? Ouais, plutôt jeune. Ouais, donc non, tu balances pas un asset pour ça. Tu attends que Memphis définitivement n'a pas de marché pour lui et lui fasse plaisir en le coupant. C'est ça. En tout cas, lui est chaud. Apparemment, d'après les insiders, lui est chaud pour venir à Los Angeles s'il devait quitter Memphis. Bon, on rappelle que Memphis ne veut pas le lâcher. Aux Lakers, non, du coup. Ouais, c'est aux Lakers, donc ma foi, on prend. Si quelqu'un a des contacts avec la franchise de Memphis, soyez sympa, envoyez des DM. Toumi, si tu nous entends, Toumi, fais passer le message, s'il te plaît. Un petit point sur l'infirmerie, messieurs. Allez. Infirmerie qui se vide, puisque Kyle Kuzma a effectué son retour face à Dallas avant d'enchaîner face aux Spurs. Donc, Kuzma qui a eu un temps de jeu. Bonne nouvelle quand même pour Kuzma. Il a eu un temps de jeu limité, donc on a repris sur un petit temps de jeu en sortie de banc, mais il va reprendre tranquillement la place dans la rotation. C'est mieux notamment. Ouais. Et c'est mieux, en fait, s'il commence à gratter les temps de jeu des joueurs qui étaient moyens jusque-là, genre Daniel KCP. L'autre grand absent, messieurs, c'est Rajon Rondo, toujours indisponible après une blessure au mollet en pré-saison. Et bonne nouvelle pour Adrien, pour nos ressortissants italiens d'ailleurs, puis on pense à lui, puisque l'ancien meneur des Sacramento Kings, à qui on passe le salam aussi, a été aperçu effectuant des exercices à 3 contre 3 lors de l'entraînement avant le match de Chicago, donc c'était hier, donc le retour est proche. C'est imminent. Tu vois, ça fait peur, ça. Honnêtement, et c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est dommage. C'est dommage qu'un Rondo revienne parce que j'ai l'impression que la bonne tenue de l'équipe pendant ces 6 premiers matchs, quand même, est due, pas en bonne partie, mais tout de même, à son absence. Ouais. Surtout si Vogel veut continuer à en faire un candidat sérieux au 5 de départ. Ça serait pour moi encore plus problématique. Hein. Ah ouais, bah là ce serait un couteau dans le dos même. Mais c'est vrai que ça nous permet de répondre du coup à la question de Pierre Game sur Twitter. Rajon Rondo va-t-il nous mettre dans la crise à lui tout seul? Il peut, hein. Ouais. Il peut. Ouais, il peut. Et on peut peut-être donner 2-3 éléments sur pourquoi il le pourrait. Je pense que déjà il y en a un enfoncer des portes ouvertes, mais il faut le dire. Non-compatibilité avec un LeBron James qui fait, lui, pour le coup, un début de saison excellent dans ce rôle un peu de créateur, etc. Donc ce serait quand même dommage de venir casser cette dynamique en lui foutant Rondo avec qui il sait pas jouer, avec qui il savait pas jouer avant. Déjà ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que on voit quand même que la défense au périmètre c'est pas tout le temps notre fort et ça va être un problème avec Rondo sur un terrain, sur le parquet avec plusieurs minutes par match, tu vois. On parle de quand même, Vogel parlait de 30-35 minutes quoi. 20-25, mais c'était déjà suffisant, puisque 20-25, 20-25. Ah, 25, pardon. 25-30, je crois. Et le souci, c'est que automatiquement, c'est ce qu'on disait quand on a rebondi sur ça sur le compte, et certains nous ont questionné à ce sujet, mais 25-30 minutes, ça oblige Rondo à jouer au minimum 10-15 minutes avec LeBron sur le terrain. Ouais. Et on le sait, visuellement, statistiquement, c'est impossible que les deux coïncident. Non, c'est invivable. Voilà. Donc Rondo, pour moi, je suis la voix de la sagesse ici puisque vous êtes tous des bâtards avec lui. Ok. J'essaie de me sauver un voyage à Padoue, un truc comme ça, mais non, plus sérieusement, quoi. À la limite en sortie de vente, comme t'as dit. Il veut se faire inviter en Toscane à la maison. Ou à Lyon. À Vénitieux. Plus sérieusement, en sortie de banc, pour limiter la casse. Une soirée au Rondo et Salvini, ça va être superbe. Ah putain, on ne peut pas finir ce podcast. Seigneur. Bref, Rondo en sortie de banc, c'est tout. Voilà, pendant 10 minutes, 15 minutes, et ça suffit. Oui, voilà. C'est largement. C'est déjà largement ça. Tu vois. Ouais. Tu feras la team spread pick and roll avec Rondo qui fait son dribble pendant 15 secondes et juste 4 gars qui le regardent et qui vont prier pour avoir une balle et un tir semi-ouvert. Et voilà, c'est juste le rôle. C'est que la balle sera moins dans les mains de KCP. Oui. Ouais. Ou pas, ou pas, ou les deux vont se la partager. Enfin, tu vois, ça peut donner quelque chose quand même de très dégueulasse.
Ouais, pour rebondir sur défensivement, ça va pas être fameux, surtout. c'est ça, parce que si tu dis que tu vas remettre Rondo avec LeBron, ça veut dire notamment que tu enlèves Bradley. Oui, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que je trouve que moi, pour l'instant, l'expérience Bradley à ce fameux poste 1 en défense et poste 2 poste 2 en attaque, ça marche bien. C'est notre deuxième meilleur shooter à 3 points, avec 35,3%. Et en défense, il est présent, ce qui n'est pas énorme, hein, on va pas revenir là-dessus, je pense. Mais ce qui en fait aussi en défense le joueur le plus hargneux au périmètre. Tu peux pas, si tu remets Rondo, qui plus est avec ce McGee-là, ça veut dire que ça aurait porte ouverte sur le pick and roll tout le temps. Ouais. Tout le temps. Déjà que notre 5 de départ, et je pense qu'on va en reparler, n'est pas à la fête, alors là, c'est sûr, tu nous fumes d'emblée. C'est pas possible. Alors, tu vois, ça va durer, on va faire 5 matchs dégueulasses. Vogel va dire, ok, ça marche pas, et à ce moment-là, peu à peu, il va réduire Rondo au rôle qui doit être le sien. C'est-à-dire qu'on pas grand-chose, hein. Le problème aussi, c'est que on a déjà un jeu de transition qui est, moi je le trouve pas exceptionnel. Bon, après, c'est vrai qu'on passe d'un Je suis plus mesuré. Je suis plus mesuré que ce Ouais. Bah écoute, moi c'est vrai que c'est vraiment pas statistiquement, hein, c'est purement visuellement quand je le compare avec la façon dont faisait jouer le roster Luke Walton la saison dernière. Après, lui, il était extrêmement focus sur la transition et sur pas grand chose d'autre, donc c'est sûr que on passe un peu de l'un à l'autre. Tu mets Rondo dans ce mix, je veux dire, ta transition, elle devient déjà pour moi, je la trouve pas assez bonne. Ça devient le néant, quoi, parce que alors lui, c'est pas le mec qui va te réaccélérer le jeu, tu comprends, donc. Je vais en fait, je distinguerai notre jeu sur transition et jouer à un rythme rapide. Okay. Parce que tu vois, autant l'année dernière, on avait un jeu extrêmement rapide, mais au final, on était mauvais en transition, c'est-à-dire pas efficace. Oui, je comprends ce que Cette année, c'est le contraire, tu vois. C'est-à-dire qu'on a baissé un petit peu en rythme. Je crois qu'on doit être dans la moyenne ou la moyenne dans le pace. Dans les pires. En fait, on est dans les pires équipes. T'es sûr dans le pace, dans le pire? Ça m'étonne pas. Moi, j'étais dans la moyenne basse, mais on n'était pas dans le bottom 5, tu vois, de la ligue. On est 28e. On est 28e en pace. Ah, si. NBA Stat à l'appui, on est 28e, juste devant un effectif drivé par Terry Rozier et le Jazz. D'accord. Voilà. Et pourtant, on est dans le 76e percentile sur la transition. Tu vois. Donc ça veut dire que en fait, peut-être qu'on la recherche moins. Oui, on la recherche moins. Je pense que si on prend les splits de transition, de tir pris, je pense qu'on est moins, on va avoir un pourcentage plus faible en transition que la saison précédente, j'imagine. Ah, ça c'est sûr. À mon avis, en termes de fréquence d'action, c'est sûr. Par contre, sur l'efficacité, ça n'a rien à voir parce que peut-être qu'on choisit mieux ou que tu vois, tu provoques la bonne paire de balles qui fait que bon, le jeu est plus simple, tu vois. Donc on la joue moins, mais on la joue de manière plus intelligente. Un petit peu la manière dont ont évolué les Rockets une fois que Chris Paul avait été échangé chez eux. Tu vois. C'est-à-dire que ça jouait moins, tu vois, à balle, mais ça l'a joué de manière plus intelligente. Donc ça restait efficace. Voilà. Ok. Enfin, tout ça pour dire que malgré tout, c'est pas Rondo qui va. Ah non, voilà. Non, tout ça, c'est pas lui. Que ce soit de l'efficacité ou de la vitesse, quoi. Tu vois, dans ce type de jeu. Ni l'un ni l'autre. Dernier petit point sur l'infirmerie, puisque Avery Bradley l'a rejoint. Touché à la jambe face aux Spurs. Bon, Vogel s'est montré optimiste en conférence de presse. J'imagine qu'il rate le match de ce soir face aux Bulls par précaution et qu'on le reverra face à Miami, je pense. C'est ce que je me dis aussi. Je me dis que c'est simplement par précaution pour pas qu'il rechute ou que ça s'aggrave. Mais je pense pas qu'il aille si mal que ça. Adrien? Ouais, j'espère. Parce que sinon, on va avoir déjà des problèmes. Déjà, dans la constitution du 5 de départ, c'est déjà problématique. Et t'imagines, est-ce qu'on se serait dit l'été dernier quand on l'a signé, parce qu'on était quand même emballé, mais pas tant que ça finalement, je me rappelle. Pas tant que ça. Ouais. Est-ce qu'on se serait dit que ce mec là aujourd'hui, son absence allait être vitale pour la construction de notre 5 de départ? T'imagines quand même le chemin qu'il y a eu entre temps. Mais c'est bien, franchement, ça donne tu vois, de voir cette équipe. Enfin, moi j'aime bien cette équipe des Lakers. Hein, je vous dis franchement, j'aime bien cette équipe des Lakers. Et ouais, Bradley, il fait vraiment partie de mes motifs, en fait, vraiment de joie de cette. Tu vois, t'as deux groupes de recrutés. T'as les braqueurs, tu vois, ceux qui sont restés dans le passé, qui ont repris, tu vois, un bon paquet de dollars. Et t'as les revanchards. Ouais, les revanchards. Et les revanchards, ça marche bien. Bah ouais. Mais Bradley, tu vois, j'aurais jamais cru que ça allait être si bien. Parce que, en fait, c'est ce qui est vraiment intéressant avec Bradley pour la saison à venir, en espérant qu'il aille bien, c'est que tu le vois sur le terrain, il est extrêmement concentré. Je pense que ça doit être le mec de tout le roster sur le parquet qui doit être le plus concentré dans ses tâches, tu vois. Il va jamais essayer de prendre cette initiative de trop, ce tir de trop.
tu vois, moi franchement, j'aime beaucoup son jeu, je te le dis honnêtement. C'est un vrai role player. Il me fait un peu penser au Josh Hart, pas de la fin de la saison dernière, mais plutôt du début de saison dernière et de la saison d'avant, quoi. Mais du coup, on va parler de Bradley un peu plus en profondeur dans la suite du podcast, messieurs, puisqu'on va passer au match, sur les premiers matchs qu'on a vus. 5-1, c'est le bilan des protégés de Frank Vogel après 2 semaines de compétition, de quoi rassurer les fans sur l'alchimie de ces Lakers New Look dans une conférence compétitive et d'inquiéter certains fans comme le fameux @JasonK qui nous tweet que de la chatte. Messieurs, doit-on tout de suite sabrer le champagne et faire de la place au plafond du Staples, ou est-il nécessaire de garder le pessimisme ambiant depuis 5 ans maintenant? Écoute, je vais peut-être démarrer. Moi, comme je le disais juste avant, j'aime beaucoup le visage de cette équipe, en fait. J'aime beaucoup le visage de cette équipe. Tout est loin d'être parfait, en attaque notamment. En défense, c'est très bon. On en parlait l'autre fois. Au defensive rating, est-ce qu'on est premier, deuxième ou troisième? On est premier. On est premier, voilà. Bon. Écoute, je pense pas qu'on ait beaucoup de commentaires à faire. De toute façon, ça se voit sur le parquet. On en reparlera en parlant du match contre les Spurs, mais c'est vrai que j'ai trouvé, par exemple, contre les Spurs, que c'était bien. C'était même bien. On attaque, voilà quoi. C'est loin d'être parfait. C'est même très stéréotypé. Pour l'instant, ça fonctionne aussi parce qu'on a des LeBron et des AD, soit par intermittence en état de grâce, soit ensemble en état de grâce. Et heureusement quelque part, parce que c'est aussi pour ça qu'on les a signés et qu'on leur donne autant de fric. Mais voilà, moi je suis très optimiste, franchement, et pourvu que ça dure. En fait, cette équipe-là, pendant ces quelques matchs, elle a joué contre des équipes avec des profils, pour le coup, assez différents, j'ai trouvé. On peut déjà enlever les Clippers, qui eux étaient très en place collectivement et qui, voilà, nous ont éclatés comme ils risquent d'éclater bon nombre d'équipes cette saison. Enfin, éclaté. Oui, il y a encore éclaté. Il y a eu match. Il y a eu match, effectivement. Mais éclaté, j'entends vraiment, je parle collectivement, tu vois. Il y a eu match. Ouais. On avait la possession, hein. Non, mais on revient. Dans le 4e, on est encore là. On revient. Oui, on n'a pas été honteux du tout, c'est sûr. Oui, voilà, on prend pas 35 points, tu vois, d'emblée. Non. Mais je sais pas, tu vois, cette équipe des Mavs, elle a une construction complètement différente de celle des Spurs, etc. Et on a pu explorer des profils différents. Et quand même, on se rend compte d'une chose. C'est que pour l'instant, est-ce qu'il y a des équipes qui sont capables de stopper LeBron et Anthony Davis? D'ailleurs, franchement, là, on a fait beaucoup d'ISO, par exemple, avec Anthony Davis, un peu d'ISO avec LeBron aussi. On se dit, quoi? C'est pas beau, hein. C'est pas ni beau. Non, ça marche même pas. Ça marche. Ah si, ça marche. Le post-up, on est la meilleure équipe en post-up. Ah, en post-up. Mais t'es sûr qu'on est la meilleure équipe en post-up? Moi, j'ai pas les mêmes chiffres. Hein. Et en tout cas, en ISO, on est au 20e percentile sur l'ISO. Donc, on peut y revenir sur la. Ah oui, en ISO, mais au post-up, on est à 1,21 points par possession. Donc, on est les premiers devant les Sixers et les Nuggets. Enfin, en ISO, tu oublies aussi qu'il y a KCP qui prend des ISO. Enfin, tu vois, c'est pas que de l'ISO. Enfin, je pense que ça doit pas être partagé uniquement sur LeBron et sur AD, je pense, en termes d'ISO. À mon avis, ils en prennent beaucoup. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est indéniable. De toute façon, il suffit d'allumer ta télé et d'allumer un match des Lakers et tu le vois. Maintenant, voilà, moi j'ai beaucoup de motifs d'espoir parce que je m'attendais pas en fait à ce qu'on puisse vraiment bourriner ce même style de jeu en attaque qui est, faut le dire, pas extrêmement inspiré, avec quand même un petit système qui va bien de temps en temps sur ATO, notamment celui qui, d'ailleurs, il n'y avait pas faute de Dwight Howard, je préfère le dire, comme ça au moins c'est fait. Non, vas-y, continue. Ouais. Mais sinon, oui, moi très content de cette équipe des Lakers. Adrien, est-ce qu'il y a des zones d'ombre que tu aimerais évoquer? Non, d'abord une zone de lumière, si tu me permets, c'est que on a oublié de dire. Excuse-moi, Jésus. Désolé, on est la première équipe de la conférence Ouest. Je sais pas, ça nous fait. Ça fait depuis très 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 longtemps. Nous, je crois que du vivant de ce compte, ça n'a jamais été le cas. Non, 2003-2004, je crois, la plus grande. Non, pardon, c'est pas 2012, c'est 2011-2012, non, c'était le plus gros départ. 2011, merci, ouais. Mais donc, du vivant de ce compte Twitter, on n'a jamais vécu le fait d'être premier de la conférence Ouest. C'est déjà pas mal. Attends, faut préciser quand même que ce compte Twitter existe depuis Byron Scott et Luke Walton. Donc ça. Après, on est chat noir, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Peut-être qu'il faudrait fermer le compte pour qu'on puisse gagner un titre.
Et qu'en plus, tu parlais du calendrier, mais les gens l'ont calculé, on dit que c'était le 5e calendrier le plus difficile pour débuter la saison, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, en fait. Tu pourrais dire, ouais, t'as joué les Hornets ou Memphis, mais en fait, non, t'as quand même, à côté de ça, t'as joué des équipes sérieuses qui jouent quelque chose cette année. Sur le Jazz et les Spurs qui sont un peu inspirés, surtout par contre. Au moment où tu fais. Mais après, ils se reprennent. Après, oui, sans doute. Mais je veux dire, c'est bien de les avoir pris en début d'année. Oui. Je préfère prendre le Jazz maintenant qu'en post-All-Star Game où les mecs ont commencé à enchaîner les victoires. C'est vrai que les Spurs, pour le coup, étaient pas du tout inspirés. En tout cas, tactiquement, c'était pas les Spurs dont on a l'habitude, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est bien de le préciser aussi. Mais c'est les Spurs, c'est habituel, ça. Enfin, regardez cette équipe des Spurs. Comment ça pourrait en être autrement? Tu vois, la somme de talent dans cette équipe-là n'est pas, tu vois, n'est pas folle. Et malgré tout, Popovich arrive encore à en tirer une équipe compétitive qui va clairement jouer ses chances dans les playoffs, enfin, pour la qualification en playoffs. Et ce que je veux dire, c'est que même prenons l'exemple de ces Spurs, c'est que tu joues mal, tu t'endors complètement les laissant revenir de manière dégueulasse. À un moment donné, ils égalisent, ils reviennent vraiment dans le match. Et tu dis qu'il suffit d'un petit coup d'accélérateur de LeBron ou d'AD et tu tires mal, tu rates tous tes lancers francs et tu gagnes quand même. Tu vois, et tu gagnes quand même. C'est ça qui fait que, ma foi, cette équipe-là, même en étant très peu inspirée, comme tu l'as dit, en ne proposant rien en termes de système, malgré tout, elle gagne ces matchs-là. Pareil pour les Mavs. Les Mavs, jamais, moi, je pensais qu'on le gagnait sur la physionomie. Et puis finalement, tu fais un petit braquage. Après, un petit braquage, parce que oui, tu as ce dernier tir pour accrocher la prolongation. Mais en prolongation, tu montres vraiment que c'est toi le patron, tu maîtrises ton sujet. Mais bon, l'année dernière, on perdait ce match. J'allais justement le dire, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Nas, c'est qu'on panique pas. Et par rapport aux saisons précédentes, on est bon dans le 4e quart-temps. On gère parfaitement les temps faibles et on arrive à rester dans le match quand ça commence à être difficile. C'était un problème, ça, c'est sûr. C'est l'un des motifs de satisfaction que j'ai sur ce début de saison. Enfin, à part la grosse défense et le one-two punch qui a fondé d'entrée, quoi. Mais on fait aussi des bons 3e quart-temps aussi. On est à quoi? On a plus, on a un net rating positif. Je crois qu'on est à plus 7 de net rating. On est dans les meilleures équipes dans le 4e quart-temps, alors que l'année dernière, on était claqués. En fait, on est parmi la physionomie de nos matchs, c'est qu'en fait, on n'est pas bon en première mi-temps. Et même, on est même en négatif au net rating dans le premier quart-temps. Par contre, on fait toujours un 3e quart-temps de feu. C'est ça. Mais qui l'eût cru qu'on soit en négatif dans le premier quart-temps, en commençant avec 15 points de déficit, qui l'eût cru? Ouais, mais c'est un peu le paradoxe de cette équipe-là. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Et après, tu me parlais donc des zones d'ombre. Oui, donc effectivement, c'est l'attaque et l'absence de système. Et ce qui l'illustre bien, à mon avis, c'est notre difficulté derrière la ligne de 3 points. J'ai fait les comptes. On est la 26e équipe sur le nombre de 3 points pris. Donc après aussi, on est 25e sur les pourcentages. Et ça se ressent avec passer Green qui est à 48% et Bradley à 35,3%. Après, c'est la dégringolade. Caruso à 28,6%, James à 28%, Daniels à 27%, KCP à 26%, Davis à 22%, Cook à 21% et Kuzma, mais il n'y a pas de revenir, qui est à 12,5%. Enfin, c'est clairement insuffisant. Et ça démontre, à mon avis, 2 choses. Bon, soit il y a des joueurs qui ne sont pas dans le rythme, soit c'est que ce n'est pas un secteur qu'on travaille. Tu vois, on laisse faire nos amis tout démolir à l'intérieur ou en ISO, et si le ballon il ressort et qu'il y a un tir, ils prennent. Mais tu ressens jamais dans ces matchs-là une volonté de se dire, ok, on va faire la relation inter-exter, ou cette fois-ci, on va créer un système pour Daniels, ou on va créer un système spécialement pour Green. Il n'y a pas ça. Et à mon avis, c'est le plus gros point d'amélioration. Pourquoi ? Parce que c'est sympa de jouer comme déjà en saison régulière, comme une équipe de play-off. On le sait tous, après tu arrives en play-off, ça switch dans tous les sens et tu provoques à chaque fois de l'ISO et du 1 contre 1. C'est très bien. Absolument. Mais malgré tout, il faut responsabiliser les autres personnes. Tu vois, il faut que ces mecs-là ne soient pas complètement désemparés. Une fois qu'on leur demande un peu plus que leur rôle de pot de fleurs derrière la ligne. Non ? Je suis d'accord. Et ça passe par des systèmes. Tu vois, ça passe par des systèmes, ça passe par du ticket shoot, ça passe par la responsabilisation. Donc il faut que, moi, ma première ligne d'amélioration, c'est Vogel, il faut que tu nous montres ce que en saison régulière, ce que tu avais ébauché en pré-saison et qu'on ne voit plus du tout. C'est sûr que ce que tu dis à juste titre, c'est en plus on a une fâcheuse tendance, c'est pour moi une bonne tendance, mais ça induit aussi certains problèmes par rapport au reste du cast. Le match démarre très souvent avec un Anthony Davis qui joue tout le premier quart-temps. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on a vu. Ou alors il sort peut-être avec une minute restant sur la montre. Et donc, t'as Davis. En fait, on voit très rarement une rotation sans Davis ou LeBron, enfin sans Davis et LeBron
ensemble sur le banc. Et le gros problème induit par le fait de maintenir tout le temps, par exemple, AD seul dans le roster, c'est que AD, il est pas mauvais à la création, il est pas non plus extraordinaire, mais il est loin d'être mauvais à la création. Le problème, c'est que tu le mets lui avec des plots comme Caruso, KCP, Daniels qui se perdent complètement sur le terrain tout seul s'ils sont pas cadrés justement par les systèmes que tu évoquais. Et du coup, tu te retrouves avec Anthony Davis qui a la balle tout le temps, qui va tout le temps chercher ses tirs, soit ses isolations, soit ses tirs, soit ses hooks pas très loin du cercle, soit ses tirs à mi-distance pas trop loin du cercle, tu vois. Et comme tu disais, tu mets pas en rythme. En fait, déjà ta seconde unit qui est quand même, faut le dire, qui est quand même censé allumer un peu plus que la first unit à 3 points, tu vois. Parce que la construction de la first unit fait que on pourrait comprendre qu'on privilégiait pas les 3 points. Là, même, je t'interromps tout de suite parce que en fait, même le problème il est plus profond que ça. Il n'y a pas de second unit. Elle n'existe pas. Oui, en fait, tu vois, je regardais sur les minutes qui ont été jouées. Donc, t'as le 5 de départ qui a joué 60 minutes ensemble depuis le début de la saison. Et dès que tu passes à la rotation qui a le plus de minutes derrière, elle a 16 minutes. D'accord ? Et à part le 5 de départ, il n'y a aucune autre rotation qui n'a été ensemble sur le parquet pendant les 6 matchs. Donc, c'est dire, tu vois, que Vogel fait vraiment de l'expérimentation sur la second unit, tu vois. Il fait du coaching à la forme du moment de tel ou tel joueur, mais il n'y a pas de synergie de la second unit. Elle n'existe pas pour moi. Et t'as pointé du doigt le fait qu'on mette plus LeBron et Anthony Davis ensemble sur le banc, en laissant toujours Anthony Davis finir le premier quart-temps, puis sortir et faire rentrer LeBron. Exactement. Le seul moment où on a mis les deux sur le banc en les faisant sortir en même temps, c'était contre les Clippers. Non, contre les Clippers, le premier match, les deux sortent en même temps. On s'est fait déglinguer. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien, justement, à partir du deuxième match où il a décalé la sortie d'Anthony Davis, il a repoussé à la fin du premier quart-temps pour gagner un maximum de mecs capables de finir tout seul sur le terrain, parce que la seconde unité, c'est des finisseurs, c'est tout. C'est pas des créateurs, ils vont pas se créer leur tir, c'est des mecs que tu leur files le ballon, Dwight Howard sous le panier, c'est 2 points faciles, mais tu vois, maintenant, ce que j'attends de ça, c'est que maintenant, ok, on sait que bon, t'as le 5 de départ, et encore, à mon avis, le 5 de départ, maintenant, doit changer. Ouais. Et après, tu dois avoir une espèce donc, d'équipe B avec LeBron quand il est seul, et même après une équipe C quand on a Davis est tout seul. Tu vois, il doit y avoir déjà ces rotations privilégiées qui doivent se dessiner dès à présent. Sinon, ça va être encore je sais pas, un peu la recherche permanente, et ça va nous porter préjudice. Oh non, mais c'est sûr. Après, moi, je vais pas. Moi, perso, je peux pas dire que les rotations de Vogel jusqu'ici soient mauvaises. Déjà, on a été habitué à des rotations tellement catastrophiques pendant 2 ans que on arrive avec un coach qui propose quand même quelque chose de cohérent au niveau des rotations. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas vraiment alarmé par rapport à ça. Simplement, ce qui serait pas mal, c'est que le staff commence à dessiner, par exemple, du système quand on a uniquement Anthony Davis sur le terrain avec 4 role players à côté. Parce que en fait aussi il y a un truc que je remarque, mais alors ça je sais pas si ça se montre par la stat, mais en tout cas je le remarque visuellement. Anthony Davis finit quand même le premier quart-temps tout seul, généralement éreinté. Ça se voit, il est complètement fatigué et ça se sent même sur les tirs qu'il prend. Il met moins dedans, il est moins frais et ça se voit. Et moi, il faut pour moi qu'on puisse avoir des gars qui soient capables de mettre des tirs autres qu'Anthony Davis, quoi. Tu vois, parce que tu peux pas, ça peut pas fonctionner comme ça. Le souci, c'est qu'on a recruté des shooters qui ne savent pas shooter, parce que t'as pointé du doigt Adrien tout à l'heure, qui n'y arrive plus à shooter. T'as pointé du doigt tout à l'heure Adrien, l'absence de système ou le faible nombre de tirs ouverts offerts à nos shooters, mais le souci c'est que sur les tirs ouverts, on est mauvais. Sur les tirs wide open à 3 points, on a 31,7%. C'est l'une des pires marques qui est possible. Les autres équipes, les vraies grosses cylindrées, et tout, on a 45% sur des tirs libres. Et on est incapable de rentrer des tirs, de sanctionner des prises à 2. Donc c'est un peu emmerdant quand t'as les bons AD qui t'en créent 15 000 par match. Ça reste une zone rythme. Parce qu'ils sont pas en rythme. Tu mets pas un shooter comme ça et tu dois lui dire, ok, maintenant t'es sur le terrain, tu vas avoir 2-3 tirs qui vont t'arriver dans les 3 minutes qui vont être là, tu vois. Et tu sais qu'elles vont arriver. Tu dois le faire. C'est pas genre. Tu dois passer derrière des écrans, etc. C'est ça, tu vois, exactement. Ses appuis, ses marques, etc. Évidemment. Et nous, ça, on ne fait pas assez. Tu vois, donc c'est pour ça que moi, je n'en veux pas à ces joueurs-là d'avoir des pourcentages catastrophiques parce qu'ils ne nous ont pas habitués à ça. C'est pas leur niveau réel. C'est vrai que c'est très arrêté quand même. Quand je parle en termes de jeu sur demi-terrain, c'est quand même assez statique. En tout cas, pas assez rapide.
est pas assez dynamique pour que tu puisses espérer que tes joueurs se mettent en rythme. Tu comprends? Un mec comme Daniels, effectivement, il faut que tu le fasses sortir d'un écran, etc. Tu vois, tu peux pas simplement lui donner la balle, la balle en créant un décalage et lui dire allez, mets le tir. Tu vois, c'est plus compliqué que ça. Il est à 40%, il a 40% en carrière, donc à un moment donné, tu vois, c'est que le mec a prouvé qu'il s'est shooté. Donc si ça marche pas chez toi, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça marche pas chez toi? Le joueur n'est pas devenu d'un coup un non-shooter dès qu'il a mis le maillot des Lakers. Ouais. Après pour Cook, bon, on avait dit dès le début que quand on l'avait pris que les stats déjà ne l'aimaient pas et qu'il apportait un apport négatif sur les équipes. C'était sur Warriors. Mais c'est le même problème que Daniels, hein. C'est 40% en carrière, hein, Cook. Donc il n'est pas devenu un mauvais tireur à 3 points d'un coup. Je sais pas, moi j'ai pas d'explication. On a toujours le même problème. L'explication, ce serait qu'il faut plus de dynamisme en fait sur demi-terrain quand t'as ton équipe de shooters qui est sur le parquet, tout simplement en fait. Et ça a même pas besoin d'être des systèmes hyper compliqués et hyper élaborés, mais simplement faire des systèmes avec des drag screens ou des doubles drag screens pour AD pour le faire attaquer la peinture quand t'as 4 joueurs qui sont capables de tirer autour de lui. Je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne idée, quoi, tu comprends? Ou 3 joueurs plutôt, puisqu'on dit qu'on met Dwight et AD dans la peinture, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre tes velléités dans la peinture et le fait de mettre en rythme tes tireurs, parce qu'effectivement tu peux pas leur donner la main comme ça à froid, la balle à froid dans les mains et demander à ce qu'ils te mettent tous les tirs, quoi. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vrai. Et d'ailleurs je pense à Troy Daniels en pré-saison, il a d'autres pourcentages que ça. Il me semble que c'est meilleur en pré-saison, hein, ce qu'il produit. Et il me semble aussi que les systèmes que l'on avait en pré-saison étaient un peu plus élaborés que ce que l'on a là maintenant. Hein. Mais tu vois, je me dis aussi, est-ce que ce serait pas bien qu'on fasse un peu plus de transition, du coup, peut-être pour ces joueurs-là? Parce que par exemple, c'est des joueurs, c'est plutôt bien de mettre en rythme tes tireurs en les faisant prendre des tirs ouverts en transition, tu vois, en dégageant rapidement et en te plaçant correctement. Ça pourrait être aussi une solution plutôt que devoir attendre que AD et Howard remontent et qu'après tu joues sur demi-terrain, etc., tu vois. Peut-être un peu plus varié aussi à ce niveau-là. Peut-être, oui. À essayer sur des séquences un peu plus courtes ou quand tu vas tenter un 5 résolument shooter, à ce moment-là, oui. On a eu des 5 résolument shooter quand même, tu vois. On a eu des 5 petits où ça jouait avec Caruso, KCP, Daniels, Kuzma et AD. Ça, c'est un line-up. C'est ça. Je pensais exactement à ce type de line-up. C'est ça. Mais ça passerait aussi alors, et là, on peut en parler, c'est que maintenant, et puis en plus, on a eu des questions qui revenaient là-dessus sur le compte, c'est le cas Howard. Est-ce qu'il n'est pas temps d'acter que Howard a définitivement mérité le fait d'intégrer le 5 de départ? Et j'allais évoquer le sujet justement en parlant de line-up. On nous a posé beaucoup la question par tweet. Je vais citer pêle-mêle Paul Zer, Matt Lakers et BG Lyonnais qui ont parlé du 5. Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on garde LeBron dans ce rôle de meneur où on lui colle Rajon Rondo dans les pattes? On y a déjà un peu répondu, mais voilà. La question de Kuzma qui revient. Est-ce que Kuzma peut intégrer le 5 maintenant que Magui est catastrophique depuis le début de la saison? Est-ce qu'on met plutôt Howard dans la raquette avec Anthony Davis? Votre avis? Moi, je tenterai Howard. Je sais pas si tu as regardé justement les stats de ce line-up-là. Si, super bien ensemble, ouais. Elle est monstrueuse. C'est pas elle est monstrueuse. C'est plus 63 au net rating. Plus 74,6 de net rating. C'est ça. 137 en offensive et 63 au défensive. Donc ça marche très très bien. Après, tu me diras que les moments ça joue ensemble. C'est peut-être aussi sur des séquences où l'adversaire n'était pas au top niveau. Mais à mon avis, ce 5-là doit pouvoir affronter les meilleurs 5 de la ligue. Et donc tu le mets d'emblée. Et si ça se passe mieux, tu vois, si tu cours pas après le score et donc t'es pas obligé de puiser déjà dans les réserves de AD ou de LeBron, peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras un peu plus reposer tes deux superstars dès le premier carton. Ouais, c'est une idée. Et après, à ce moment-là, tu fais très vite rentrer un Kuzma qui va prendre, le jeu, du moins le scoring à son compte, et ainsi tu vas soulager petit à petit. Moi, ça serait une piste que j'étudierais si j'étais à la place de Vogel. Mais je pense que l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les deux fonctionnent aussi bien ensemble, c'est parce que pas beaucoup de raquettes dans cette ligue ont une réponse physique, ne serait-ce que physique en termes de box-out dans la peinture, à deux monstres comme Anthony Davis et Dwight Howard, quoi, tu vois. Ouais. Déjà rien que ça, t'as quand même une peinture qui est extrêmement solide, tant défensivement par
par quand même les deux. Je veux dire, Dwight Howard, on l'a beaucoup critiqué, à juste titre quand même. Je tiens quand même à le répéter. Le Dwight Howard qu'on voit aujourd'hui, c'était inespéré de le voir dans cet état-là quand tu le voyais sur ses saisons précédentes, quoi. Je sais pas ce qui lui est arrivé là d'un coup sur 2-3 mois, mais on récupère un Dwight Howard extraordinaire, limite meilleur que sur son stretch aux Lakers, alors qu'il était censé être à son pic ou juste en sortie de son pic, quoi, tu vois. Donc bon, moi je suis content, je suis très content pour lui et franchement pourquoi pas lui donner une place dans le centre de départ. Justement, t'en parlais, avec Anthony Davis ça fonctionne bien, mais oui, physiquement c'est fort, quoi. Tu voyais contre les Spurs qui ont, bon, effectivement ils ont pas la raquette la plus physique de la ligue. Ils ont Aldridge qui est pas spécialement le plus fort au box out de la ligue, et comment il s'appelle leur pivot blanc là, j'ai oublié son nom. Potel. Merci. Lui, bon voilà, mais c'est pareil, c'est pas non plus un Golgoth, mais c'est sûr que ouais, c'est un argument en tout cas, tu vois, d'avoir une peinture aussi solide en défense. Putain, c'est bien, quoi. Donc tu vois, c'est déjà les extérieurs, par contre. On est d'accord qu'on garde les extérieurs. C'est-à-dire Bradley Davis. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils ont mérité de rester dans le 5, ouais, tout à fait. Ouais. Mais du coup, on va voir si Vogel garde le même 5 sur les prochains matchs ou s'il préfère changer et mettre Dwight Howard dans le starting 5. Un petit point sur le calendrier peut-être pour voir si ça va bien se passer sur les prochains matchs, messieurs. Donc j'ai pas fait les comptes sur la semaine passée, je sais juste que on a Adri s'est fait trouer encore cette fois-ci. Ouais, non, j'avais bon je suis le seul à avoir eu bon pour les Clippers. Ouais, tu t'es trompé pour le Jazz. Ouais, ça oui, et après je crois que j'ai gagné tout le temps. Non, t'avais mis de la défaite, hein. T'avais mis de la défaite, hein. Il a mis, je crois qu'il avait mis défaite à Dallas, et par contre je suis sûr, t'as mis défaite contre Chicago. Oui, mais je pense pas avoir mis défaite aux Mavs. D'accord, bon, on vérifiera. En tout cas, t'as mis défaite à Chicago. Nas, t'as mis victoire. J'avais mis victoire aussi, donc celui-là, on ne joue pas. Et on passe tout de suite au match de vendredi face à Miami. Réception de Miami à Los Angeles. On n'a pas de sang, celui-là. Qui veut commencer? La défaite. Ouais, moi, défaite, franchement, pareil. C'est marrant parce qu'on était tous super optimistes, et là, dans le premier match, après le road trip, défaite. Boum. Non, mais là, ça joue, parce qu'on joue plus les pronos, là. Là, on joue la victoire contre les autres. Donc, ça devient un jeu tactique entre nous. Ouais. Allez, défaite aussi. Après, réception de Toronto. Victoire pour moi. Pour moi aussi. Okay. Déplacement à Phoenix. Attention. Défaite. Phoenix qui est concurrent au titre. Ils sont chauds. Putain. Non, victoire. Ils sont chauds. Ils ont trouvé une bonne dynamique. On va prendre le bouillon là-bas. Moi, je mets victoire parce que c'est la semaine prochaine et d'ici là, ils auront un autre joueur suspendu pour utilisation de produits dopants. Après, réception de Golden State. Oh bah là, victoire, là, on va les déchirer, quoi. Après, on dit ça, mais eux, c'était dit pareil cette saison où D'Angelo Russell les avait climatisés justement chez eux. Et chaque année, on a réussi à les climatiser. Il y avait une équipe à un moment donné, c'est Nick Young et Jordan Clarkson, on les fume. À tout moment. Non, mais on va les taper les Warriors. Réception de Sacramento. Victoire, ça c'est du tout cuit, ça. Le retour de la légende. De l'enfant chéri du coaching, ouais. Moi, je veux que le match soit serré, que ça joue sur une possession, que Luke Walton ait une possession en sortie de temps mort. Juste pour voir ce qu'il a fait. Juste pour voir comment les Kings vont perdre le match à cause de ça. Ouais, le vilain lapsus. Oui, bah oui. En plus, je parlais sur le compte. Je disais que maintenant, le vrai chemin du roi pour Walton, ce serait qu'il se fasse virer Manu Militari des Kings et qu'ils finissent au Knicks juste après qu'ils aient viré Fitzel, tu vois, et qu'ils finissent de les pourrir une bonne fois pour toutes. C'est parfait. Et dernier match de cette sélection, réception des Hawks sans John Collins. Victoire aussi. Si on perd contre les Hawks, par contre, c'est la honte, vraiment. Attention, ils ont Cam Reddish. Ouais. Moi, je pense que cette année, tu vois, c'est bizarre, mais je pense que ce serait plus la honte de perdre contre les Warriors que contre les Hawks. Totalement, oui. Surtout ces Warriors-là, sans Curry, Thompson et Russell pour le moment. Et Draymond Green. Top flop, messieurs. Ouais. Qui veut commencer avec son top? Clément, je sens que tu es chaud pour tout top. Non, allez-y, je choisis celui qui reste. Non, Clément, c'est à toi. À tous seigneurs, tout honneur. Allez, Clément. Dwight Howard, que j'ai toujours supporté. Non. Dwight Howard qui a... Le mec, il a milité pour Joachim Noah pendant 3 juillet. J'ai même dit Robert Sacre à sa place. Non, plus sérieusement, Dwight Howard qui a totalement changé son jeu. Qui était on l'avait pointé dans les derniers podcasts, vous pouvez réécouter si vous avez envie.
c'était un joueur qui faisait de moins en moins d'efforts défensifs et qui offensivement faisait stagner la balle en demandant la balle au poste bas. 30% de ses possessions étaient au poste bas en moyenne, avec une réussite dégueulasse évidemment. Ouais. Et aujourd'hui, ce nombre est réduit peut-être à 7%. Le mec fait les boueurs en fait. Il remplit son rôle des boueurs, donc il remplit exactement. Voilà, c'est le petit pivot sans talent, sans main que tu signes sur Touquet juste pour prendre des rebonds, mettre des grosses bâches et finir au cercle. C'est exactement le travail qu'on lui a demandé et qu'on espérait de lui. Et il le remplit. Très bien, il faut le dire quand même. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un changement de mentalité? Est-ce que c'est le fait d'avoir un contrat non garanti sur la tête et qui peut se faire couper à chaque instant? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, gros big up à Dwight Howard qui réussit un début de saison. C'est vrai qu'il a quand même. Il a quand même le revolver sur la tempe quand même, le mec, faut pas l'oublier. Mais non. Ouais. Et est-ce que aussi ce serait pas parce que LeBron est apprécié, enfin peut-être qu'il s'apprécie plus avec LeBron ça c'est sûr même qu'il s'apprécie plus avec LeBron qu'il s'apprécie à l'époque avec Kobe par exemple typiquement. Moi je pense que si à l'époque c'était quand même un sacré con, même avec Harden ça s'est mal passé aussi. Non mais je suis pas en train de dire que c'était de la faute de Kobe, loin de là. Mais simplement est-ce que c'est pas un mec finalement qui a une tête de turc mais quand tu lui donnes cette attention, pas des fans parce qu'il l'a pas eu des fans au début, faut être honnête. Mais au moins de son équipe, du staff, etc. Est-ce que c'est un mec finalement qui pourrait avoir une once de raison en lui, en fin de compte? Moi, j'ai envie de te dire que oui, vu le début de la saison, quoi. Parce que il a jamais essayé de faire plus que ce qu'il était censé faire, tu vois. Pour l'instant, il est resté calme. Je suis presque déçu. Il a bossé ses longues distances tout l'été. Là, il a montré des vidéos et tout, et il en prend même pas. Mais tu vois, moi, j'étais content de le voir prendre un petit hook, par exemple contre les Spurs, un petit hook, tu vois, tenter. Bon, c'est pas du shake and bake à la Olajuwon, c'est sûr, mais voilà, c'est cool, c'est cool. Et moi, écoute, tant qu'il nettoie comme ça dans la peinture, que ce soit sur le rebond offensif ou surtout sur le rebond défensif, pardon, ou surtout sur le rebond offensif, moi ça me convient très très bien. Nas, ton top après Dwight? Mon top, oui, moi, de toute façon, vous l'avez entendu à mon ton tout à l'heure et même sur Twitter, parce que j'ai tweeté sur lui à la suite du match contre les Spurs, Avery Bradley, mon top. Pourquoi? Adrien le voulait? Non, vas-y. Non, je l'avais dans une liste, mais je te le laisse. Ok. Pourquoi Avery Bradley? Parce que vraiment, moi c'était un joueur que j'aimais bien à l'époque des Celtics, dans ce duo qui formait avec Haïti. Et me dire que il a pas le niveau des Celtics, mais qui montre quand même un niveau de concentration et d'efficacité qui s'en rapproche quand même un petit peu. En tout cas, en attaque, en défense, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire, mais l'envie est là. Moi, voilà, Bradley, très content. Par contre, c'est pas facile, Bradley. Doncic fait un putain de match contre nous, mais c'est en aucun cas question de la défense de Bradley qui a vraiment fait un gros temps. C'est juste que Doncic fait 8 cm de plus, donc évidemment, en ligne de passe, il voit plus facilement, etc. Mais le problème qu'il y a Bradley avec pas mal d'arrière aussi, c'est ça. C'est qu'il est pas très grand. Et voilà. Bon, après, c'est pas de sa faute, malheureusement. Il avait qu'à manger de la soupe. Plutôt satisfait. Si ça peut être mieux, tant mieux, mais pour le moment, beau début de saison d'Avril Bradley. Ah oui, beau début de saison. Adrien, ton top? Alors sans originalité, je vais dire LeBron James quand même. Parce que même si Anthony Davis a eu la récompense de joueur de la semaine de la conférence Ouest, je trouve quand même qu'il y a des choses chez Anthony Davis qui sont, je vais pas dire, pas décevants. Mais le mec est clairement pas encore à son max. En termes d'efficacité sur le tir, c'est pas très très beau. Même parfois au niveau du post-up, ça envoie du parpaing quand il tente son fadeaway un peu dans tous les sens. Donc à mon avis, on n'a pas encore le AD à son plein potentiel. Le vrai AD inarrêtable, mais par contre de l'autre côté, il va être MVP, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, mais j'attends pour ça je me dis, tu vois, franchement, il y a tellement de motifs de progression dans cette équipe-là qu'on peut être effrayant. Ouais. Mais et si on peut être effrayant, c'est parce qu'on a un mec qui va avoir bientôt 35 ans en décembre et qui est ce qu'on a monumental. C'est ça qui est inhumain. Ah ouais, il est premier de la ligue aux passes décisives. Quand il s'énerve, il montre encore qu'il est toujours aussi explosif et puissant au cercle. J'ai l'impression qu'en plus, pour l'instant, sur le début de saison, il est un peu plus concerné que ce qu'il pouvait l'être l'an passé. En défense, ouais, en défense et même aussi en attaque où il donne un peu plus de lui-même. Ouais. Peut-être aussi que la différence de composition du roster fait que ça l'oblige à prendre un peu plus ses responsabilités d'emblée. Mais non, le mec est là, quoi.
quoi. Le mec est là et il est très, très, très fort. Donc, non, quand même, kudos à LeBron James, notre leader. Faut quand même le dire, parce que pour l'instant, on a quand même. Faut être honnête, tu vois. LeBron, il a 35 ans, mais là, ce qui monte depuis le début de la saison, pour moi, il est totalement dans la discussion du MVP, au même titre que Anthony Davis, si ça continue de se lancer pendant plusieurs semaines, mois, tu vois. Enfin, je veux dire, il a pas du tout à en rougir. C'est vrai que nous, on met beaucoup d'emphase sur Anthony Davis parce qu'on l'a signé, c'était dur, on a envoyé beaucoup de nos joueurs qu'on aimait bien et tout, mais LeBron, c'est brutal, quoi. Tu vois, après, ça l'apportera peut-être préjudice dans les votes. Ça sera splitté entre les deux. Oui. C'est peut-être pour ça que Sam Presti après Russell Westbrook avec James Harden. De toute façon, comme ça, il n'y a pas de concurrence. Non, mais oui, c'est le risque, effectivement. Putain. Mais on pourrait être vraiment sur la première saison de LeBron James à plus de 10 passes décisives par match. Et t'imagines, ça serait incroyable, quoi. 35 ans, le mec, il est capable de finir une saison à 30 points et 10 passes décisives, sans compter le nombre de rebonds qu'il prend toujours, évidemment. Alors, ce serait ouf, vraiment, ce serait incroyable. Non, le mec, c'est un monument de régularité et de professionnalisme. En termes d'hygiène de vie et de maîtrise de son corps, ça, c'est incroyable. Mais le pire, c'est qu'on n'a même pas douté une seule seconde de tout l'été, quand on en discutait entre nous en privé ou sur le compte, du fait que LeBron allait revenir aussi bon que d'habitude, quoi. Tu vois, c'est ça, en plus, c'est de te dire que ce mec, il te déçoit pas, parce que déjà, de base, t'es tellement habitué à ce qu'il te montre des performances de dingue que tu te poses même plus de questions, quoi. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Donc, c'est cool. Les flops, messieurs, qui veut commencer? Allez, je peux commencer sur un flop qui va peut-être pas faire l'unanimité auprès d'Adri notamment, mais moi j'y mettrais Caruso. Non, vas-y, tu peux y aller. Ouais, Caruso, écoutez, moi c'est pas un joueur que j'aime pas du tout, au contraire. Si ça tenait qu'à moi, d'ailleurs, il prendrait les minutes de Rondo, ou en tout cas une grosse partie sur le banc, et on le verrait plus souvent. Le problème, c'est que il se met à jouer comme contre les Spurs ou comme contre les Mavericks, effectivement, il a le tomard, mais c'était bien sans être extraordinaire. Voilà, moi Caruso, j'aimerais qu'il nous en montre un peu plus en attaque. On en parlait en off avant le record du podcast. Mais aussi en défense, parce que quand même te faire enfumer par Patty Mills, c'est pas jojo. Voilà. Clément, Adrien, tu veux faire le top suivant, le flop suivant, pardon, ou Ouais, allez, je te prends le flop. Bah, moi, le flop, ça sera Jabal McGee. C'était fait. T'as qu'à le prendre avant, hein. Qu'à le prendre avant celui-là, mais c'était ou lui ou Rondo qui va revenir. Mais pourquoi je dis Maggie, parce que c'est un peu, ça va être problématique en fait, son absence d'impact dans la 5 de départ, et avec l'arrivée de Kuzma, et donc la nécessité d'avoir des minutes assez importantes avec AD au poste 5, qu'est-ce qui va rester de lui et comment on pourra l'utiliser de manière la plus optimale possible. Donc je remets pas en cause son envie, hein, mais là je remets vraiment en cause les limites du joueur, notamment en défense. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est moi, franchement, par rapport à l'envie, je sais pas si tu partages mon avis, Clément. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression de voir jouer un Maggie aussi concerné au début du mois de novembre qu'un Maggie en fin de saison cramé, qui a plus rien dans les jambes, qui a plus rien dans la tête, qui a plus rien envie de faire, tu vois. Et ça me fait peur parce que c'est encore très tôt dans la saison régulière. Et bon, il faut quand même le dire, c'est un joueur qui peut quand même t'apporter sur les quelques minutes qu'il joue, parce qu'en soi, il en a jamais joué beaucoup. Mais oui, là pour l'instant, c'est une catastrophe, vraiment. On s'inquiétait un peu en début de saison, dans un podcast du début de saison, de Jabal Magui, qui avait fait un début de saison extraordinaire. Certains en parlaient pour le Depoy à l'époque, avant de s'écrouler. Mais en fait, du coup, il n'y a même pas eu la surprise de ce début de saison. Là, il s'est totalement écroulé d'entrée. Ouais. Et ça paraît inquiétant pour la suite, parce que là, comme on l'a dit, s'il y a une logique, il sort de la rotation. Enfin, en tout cas, il sort du 5 titulaire. Et les minutes vont gentiment diminuer pour lui avec le retour de Kuzma. Donc j'ai un peu peur pour lui, là. Ah oui, bah oui. Il y a pas beaucoup de jouer, quoi, tu vois. Il y a terme, tu peux avoir peur même pour toi, parce que c'est quand même 10 millions sur 2 ans. Ouais. C'est pas anodin, ça va être difficile à bouger comme contrat, et c'est un mec, tu vas te dire, t'as ce mec-là qui prend 5 millions au poste de pivot, on en fait quoi?
Tu vois, comment tu fais encore pour le tenir concerné dans un effectif qui est clairement meilleur quand il n'est pas sur le terrain. Et le problème, c'est qu'en plus, parti comme c'est en train de l'être, t'as un Vogel qui, pour l'instant, on verra comment ça se goupille sur la suite, ne joue pas avec avec une énorme variété, tu vois, de joueurs, pléthore de joueurs sur ces matchs. Et admettons que tu fasses jouer maintenant Howard, par exemple, dans le 5, ou Kuzma dans le 5, en gros, que tu sortes Magui du 5, il va rapidement, il va très vite se retrouver 100 minutes en fait, parce que t'as un Heidi qui va bouger au poste 5 quand il ira reposer Howard, ou quand tu feras rentrer Kuzma, etc., tu vois. Et donc tu te dis en fait, ce mec, au moment où tu vas sortir du 5, il aura limite pas plus d'intérêt, mais Vogel ne le fera plus jouer en fait, parce que je vois pas dans quel type de rotation il pourrait le faire rentrer Magui, autre que commencer le début de match en fanfare avec beaucoup de gros punch physique, comme il ne le fait plus, mais comme il était capable de le faire la saison dernière notamment. Tu te dis, ce mec, quelle va être son utilité, quoi, en fait, à terme? Aucune, en fait. Donc, je sais pas. Ouais. C'est son placard quand même pour lui, tu vois. Ça craint un peu s'il maintient ce niveau-là. Surtout avec ce Dwight Howard. On a parlé du début de saison de Dwight Howard, et c'est vrai que c'est encore plus impressionnant, et avec le contraste, en fait, par rapport à Magui, qui est totalement à côté de ses pompes. À voir. Quant à moi, mon flop, ça va être Quinn Cook. Je vais partir sur Quinn Cook. C'est gratuit. Ouais, est-ce qu'il y a besoin j'aurais pu mettre Troy Daniels, mais Troy Daniels m'a... Moi, j'aurais mis peut-être Troy Daniels, parce que Quinn Cook, il sort quand même un bon match dans tout ce lot. C'était lequel? C'était contre les Hornets, je crois que c'était. Je sais plus, un match où il finit quand même avec 8 passes décisives, ce qui est complètement inespéré de la part de ce débile. Oui, j'aurais mis Daniels, parce que Daniel, ouais. Bon, après, peu importe, les deux sont nuls de toute façon. Ouais, je préfère mettre Cook, déjà pour le match contre Utah de Daniels qui prend feu. Oui, mais surtout, Daniels c'est un remplaçant, du remplaçant. C'est une troisième option derrière KCP. KCP drive, prend beaucoup de temps de jeu sur les postes 2 et 3 en sortie de banc, et Daniels prend le reste. Là où Cook a un temps de jeu un peu plus conséquent du fait de la blessure de Rondo, il est premier backup d'Avery Bradley à la main. Ouais. Et il est censé apporter. Et le souci, c'est qu'il apporte pas du tout, au point que Vogel redonne sa chance à Caruso, qui laissait plusieurs choses. Quinn Cook avait la chance d'avoir 20-25 minutes derrière Bradley, et pour le moment, c'est catastrophique. Ouais. Donc, ouais. Et, ouais, mais. De toute façon, on en reparlait, il repose tellement sur son tir, en fait, que quand il met pas dedans, tu peux rien en tirer en fait de ce mec, honnêtement. Et là pour l'instant, Adrien avait mentionné son pourcentage de tir tout à l'heure à 3 points notamment, puisque c'est à 3 points qui était très bon. C'est combien? C'est du 28%, c'est ça? Qui est Daniel ou Caruso? Cook, c'est c'est dans le même zoo, je crois. Non, pardon, 21,2. Ouais, 21,2. 21,2, c'est pas bien. Non. J'aurais pu mettre un flop à Lakers France, qui a dit quand même que LeBron avait démonté Doncic sur des actions. On aurait eu raison de les pointer du doigt. Ouais. Bon, on parlait évidemment de phase offensive où LeBron score 3 points de suite sur la tronche de Doncic. Ça n'empêche pas que l'autre a fait un festival de l'autre côté du terrain. Oui. Mais voilà. Il avait déboulonné, il faut dire les choses parfois. Ça, plus la volonté de trader Kuzma au bout d'un tir, franchement. On est très corporate chez Lakers France, donc on n'a pas craché sur. Je remarque quand même que ressort indemne de ses flops. Hein. Oui, Spire ressort indemne de ses flops, c'est vrai. C'est étonnant quand même. Après, il a joué 2 matchs aussi, Adrien, t'en demandes un peu. Je rappelle que j'ai quand même mis moins, donc j'y crois encore. Non, je parle pas de Kuzma, je parle de Kuzma. Moi, je parle de KCP. Hein. KCP, oui. Ouais, c'est vrai que KCP, il sort indemne de ses flops. Non, Kuzma, non, c'est pas encore. Non, pas encore. La semaine prochaine. Un mot de la fin, messieurs. Bah oui, un petit mot aussi s'il y a les schémas. Parce que moi, je sais ce que je veux dire. On est à 19,8K abonnés sur Twitter. On a vu une excellente progression. On en parlait entre nous en privé récemment. On fait toujours pas de technique obscure de follow mass pour récupérer des followers. On la joue à la régulière. Donc c'est vrai qu'on se demande tout d'un coup toujours pourquoi est-ce qu'on continue sur cette ascension folle en termes de nombre d'abonnés, de gens qui nous suivent, de gens qui partagent notre contenu, etc. Et on tenait à vous en remercier, puisqu'on va incessamment sous peu passer la barre des 20 000, et qu'on sera le premier compte de franchise à le faire. Pas mal pour le pire compte NBA à faire, quoi. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Merci à tous. J'allais dire, on la joue la régulière.
en insultant tout le monde quand même. Mais... Oui, bon, certes. D'accord. Alors, une fois n'est pas coutume, moi je vais finir avec un hommage. Ah. C'était un peu au moment de la draft 2016, un certain YouTuber débarquait avec des vidéos d'analyse du jeu de Brandon Ingram pour savoir comment il allait s'adapter au schéma de jeu des Los Angeles Lakers. Et c'est tombé aujourd'hui d'ailleurs, ou hier, qu'il allait intégrer l'équipe de Sportsnet. Lakers Film Room. Les Lakers Film Room, donc voilà, Lakers Film Room qui a continué son ascension, et voilà, je voulais lui rendre un hommage parce que ça a été un vrai game changer dans l'analyse de basket. Pas seulement pour nous principalement parce qu'on est fan des Lakers, mais aussi dans le YouTube game, dans l'analyse basket en général. Donc vraiment grand merci et grand bravo à Pizzaias, à Lakers Film Room. Je suis sûr que ça les fera chaud au cœur, surtout qu'il écoute pas du tout ce podcast. Non mais oui, pour rebondir sur effectivement cet hommage qui est en soi pas extrêmement utile pour lui parce que comme tu disais il l'écoutera probablement jamais. On recommande à nos dizaines de milliers de viewers, c'est-à-dire plutôt à nos 300 viewers de ce podcast, vraiment d'aller suivre sa chaîne, de regarder ses vidéos. Vraiment, on en apprend énormément. Et il a quand même un certain talent pour tourner son contenu. Et l'accès sur un contenu qui va vraiment parler à tout le monde, que ce soit des gens qui connaissent, voilà, qui ont des rudiments, des bribes de tactique, etc., à d'autres gens qui connaissent vraiment le basket, on va dire, de façon approfondie. Et on apprend énormément. Moi-même, de mon côté, j'en ai appris beaucoup en regardant ces vidéos. Et effectivement, c'est un sésame qui mérite totalement par rapport à son affectation à Sportsnet. Moi, comme mot de la fin, je vais répondre à Pistons Ultra, qui nous a posé la question. Vous aimez le Colorado? Et la réponse est oui. On aime le Colorado, on aime Gary Harris. Bon, ça s'arrête là, mais c'est suffisant. Moi, ça s'arrête pas là, mais... C'est une grande ville vegan, je crois. Moi, j'aime le Colorado pour d'autres raisons. Ouais. Quoi, pour le viol, c'est ça? Oh non. Enfin bref, merci à tous en tout cas. Bon, je pense qu'on va se quitter sur cette belle parole, oui. Adrien. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.